La liberté, l'indépendance, l'autonomie, qui n'en rêve pas? La meilleure solution pour briser les chaînes du salariat. Pourquoi se lancer dans la création d'entreprises? Comment entreprendre? C'est le thème d'aujourd'hui et c'est tout de suite. Bonjour et bienvenue, je suis Vanessa Sognan et vous suivez Afro People, votre magazine dédié à l'entrepreneur. Nos chroniqueurs et moi sommes ravis de vous retrouver. Bonjour Firmin, notre préparateur physique et mental qui nous donne des astuces et des idées pour mieux se sentir. Bonjour Vanessa. Bonjour Bénédicte M, notre chroniqueuse. Bonjour Kadia Silla Moisson. Bonjour. Elle est la présidente fondatrice de l'ONG Audacity, for Africa en France et en Guinée, gérante de la Maison Muller, ce magnifique endroit. Merci Vanessa. Bonjour Kerline Kayi, cofondatrice de la Fondation FDE. Bonjour et bienvenue. Démarrons sans plus tarder avec notre chronique « Comment bien vivre son quotidien ?» C'est tout de suite. Alors aujourd'hui, nous allons parler de planification. Planification, c'est quoi? C'est faire un plan. Faire un plan, pourquoi ou sur la comète? Bonne question, non, pas du tout, pas du tout. Si on parle de planification, on va obligatoirement parler de fixation d'objectifs. Qu'est-ce que c'est fixation d'objectifs? Comment on fixe un objectif? Pourquoi? Eh bien, je vais répondre tout de suite. La fixation d'objectifs est le fait de définir le point où l'on veut arriver en tant qu'entrepreneur. Quel est mon but final? La planification, on va se diviser en 3 parties. Long terme, moyen terme, court terme. Vous avez remarqué, j'ai commencé par le long terme. Parce qu'on doit définir d'abord où on veut aller et par la suite, rétroactivement, on va définir d'où on part. En procédant de cette manière, qu'est-ce que ça va nous apporter? Ça va nous apporter toutes les étapes nécessaires et intermédiaires pour pouvoir démarrer de la manière la plus saine possible et de la manière la plus efficace. En tant qu'entrepreneur, ce qu'on recherche d'abord, c'est l'efficacité. On veut être bon dans tous les domaines qu'on va aller toucher, dans tous les domaines qu'on va aller découvrir. Donc, cette manière-là, ça va nous permettre de démarrer de la manière la plus saine. Par exemple, si mon but, je vais prendre un exemple que tu aimes bien, si mon but c'est d'aller me chercher un café au bar du coin, mon but final c'est de boire le café. Avant de boire le café, qu'est-ce que je dois faire? Je dois aller au bar. Avant d'aller au bar ou au bistrot chercher ce café, je dois me lever de mon lit. Donc on part de manière rétrograde, d'accord? Parce que beaucoup d'entrepreneurs pensent de notre manière. Je commence ici et je vais faire ça et je vais faire... Non, je veux aller là-bas. Sur le chemin, j'ai besoin de ça. Entre ce chemin, cette étape intermédiaire, je démarre d'ici. Donc, de quoi j'ai besoin pour aller jusque-là? Donc, quand on parle de planification, obligatoirement, pour y arriver. Exactement, on va être obligé de se fixer un objectif. Petite astuce supplémentaire, quand on va se fixer un objectif, il faut se fixer un objectif réalisable. Effectivement. Tout à fait. Effectivement, exactement. Quand je vais me fixer un objectif, il faut que ce soit un objectif que je suis capable de réaliser, que je suis capable de finaliser. Ça veut dire que je dois aussi connaître mes forces, mais aussi mes faiblesses. Il faut savoir, je vais faire ça parce que j'ai la capacité, ou je peux acquérir la capacité de le faire, et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Donc, quand vous entendez planification, il y a fixation d'objectifs qui va avec. Nous recevons notre premier invité. Parlez-nous de votre association. Je suis Kerline Kayi, je suis maman par-dessus tout, je suis entrepreneur et cofondatrice de l'association FDE en sigle, mais qui veut dire faiseur d'exploits, et on travaille à l'international. Alors, on est une association de femmes chrétiennes, mais aussi de tout horizon. On travaille beaucoup en ligne au travers de l'application Zoom. Et donc, ça nous permet de nous connecter avec les femmes du monde entier, quelle que soit leur origine et quelle que soit leur culture. Vous avez une conférence bientôt? Ah oui. Et quel est le thème et l'objectif derrière cette conférence? Alors, le thème de la conférence, donc, qui est notre 8e édition, bien sûr, le thème c'est « Bâtis ta tour et influence ta génération ».
Donc, ça s'adresse à la femme particulièrement parce que nous travaillons avec les femmes. Le but, c'est vraiment d'amener la femme à découvrir sa destinée au travers de ses talents et de ses dons. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, on voit vraiment que la femme est un peu mise en arrière par rapport à l'homme. Et notre but, c'est vraiment d'accompagner et d'aider la femme à se découvrir. Et quelle est l'idée derrière cette association? Alors, l'idée, c'est d'abord parti d'où? C'est le fait de voir, au fait, le rang qu'occupe la femme actuellement. On voit que la femme est souvent mise en arrière. On se dit, on met d'abord l'homme devant, surtout quand c'est, par exemple, un couple marié avec des enfants. On attend que l'homme ramène le salaire à la maison, on croise les bras, on attend que chéri fasse tout, ramène le salaire, et on s'est dit non, ça ne peut pas continuer comme ça. Il faut que Au fait, on a compris que la femme était un pilier important, finalement, mais vraiment un pilier. Parce que pour les lectrices de la Bible, hein, quand on voit la partie où on parle de la création de la femme, la Bible dit que Dieu a endormi l'homme pour créer la femme. Mais qu'est-ce qui s'est passé pendant ce moment? C'est un mystère. C'est pour ça qu'il a dit que la femme, c'est une aide pour l'homme. Parce que sans la femme, l'homme ne peut pas se réaliser. Et nous, on a compris vraiment ça, ce don, ce talent que Dieu a mis en la femme. On a dit, mais on va travailler sur ça. Il faut qu'on découvre pour connaître réellement c'est quoi la destinée de la femme sur la terre. Qu'elle ne soit pas seulement envoyée en tant que procréatrice, en tant que femme au foyer, faire des enfants, faire à manger, satisfaire son mari. Non, il faut que ça aille plus loin que ça. Et nous, au fait, c'est ça notre objectif. Plus, on est capable d'ailleurs. C'est pas qu'on n'est pas capable, on est capable. Seulement que les gens font comprendre qu'on n'était pas capable de faire tout ça. Voilà. Quand on nous donne l'occasion et l'opportunité, on arrive à déplacer les montagnes. C'est ça. Au fait, c'était ça qui manquait, l'opportunité. Et nous, on s'est dit, on va être l'opportunité qui va aider la femme à se découvrir. Parce qu'on voit la femme, au fait, nous, on appelle ça dans l'association, la femme doit être en 3D. C'est-à-dire épouse, mère et entrepreneur. Et elle doit être multipotentielle. De la même façon, par exemple, qu'elle gère son foyer. Déjà là, ça donne un aspect de l'entrepreneur. Parce que gérer un foyer, c'est une entreprise. Chose, hein. C'est quelque chose. Parce que le foyer, c'est considéré comme une entreprise, au fait. Même pour la femme qui n'a pas forcément un business. Mais la maison où tu vis, au fait, que tu gères tous les jours, c'est déjà un business. Donc on s'est dit, il faut qu'on arrive à faire comprendre à la femme cette capacité qu'elle a de développer une entreprise, c'est-à-dire de gérer son foyer, de gérer toute une entreprise. Elle en est capable. Et c'est ça, au fait, on a voulu accompagner la femme. La femme déjà, et puis surtout la femme africaine. Hein, la femme africaine est là, elle est déjà entrepreneur à la base, au-delà de l'aspect maternel, femme, etc. Mais quand on regarde en Afrique, notamment le secteur informel qui caractérise la majeure partie de l'économie en Afrique, c'est souvent les femmes qui sont dans le secteur informel, etc. Et le secteur informel, ça reste quand même des entrepreneurs. Parce que nos tatas qui sont sur les marchés, la vendeuse de pagne, celle qui vend ses produits agricoles sur les marchés, elle est entrepreneur. Exactement. Elle a un business, elle le vend. Donc elle est entrepreneur déjà. Hein. Donc aujourd'hui, on parle d'entrepreneur quand on a un statut bien réglé, une société, enfin une domiciliation, des statuts, etc. Mais la femme africaine, elle est déjà entrepreneur. Merci pour cette magnifique idée, merci d'être venue. Nous recevons notre deuxième invitée, Madame Kadia Silla Moisson. Elle est présidente, fondatrice de l'ONG Audacity for Afrique en France et en Guinée. Elle est la gérante de ce magnifique endroit, la Maison Miller. Merci d'être venue. Merci Vanessa. Alors, merci. Parle-nous un peu de ton association, de ton ONG, s'il te plaît. Oui, alors l'ONG Audacity for Africa est une ONG que j'ai créée à Conakry avec des amis et qui a en 2017 et qui a pour objectif de faire la promotion de l'entrepreneuriat de la femme. Pour aussi identifier des jeunes qui souhaitent se lancer dans l'entrepreneuriat, essayer de les accompagner en ouvrant un peu leur réseau, en les informant sur ce qui existe aujourd'hui, que ce soit en Guinée ou ailleurs, en termes de financement, en termes d'accompagnement. Et par ailleurs, nous soutenons des projets un peu plus sociaux, notamment autour de l'éducation. L'année dernière, par exemple, en collaboration avec une association
en France et en Guinée aussi, nous avons fait une collecte de livres scolaires et des livres de loisirs. On a réussi à collecter à peu près 6000 livres qu'on a pu expédier à Conakry, donc auprès des bibliothèques et des collèges, primaires et collèges, qu'ils soient publics ou privés. Donc Audacity, c'est en fait le terme, souvent les gens me disent qu'est-ce que c'est? En fait, c'est la ville de l'audace. Ça consiste en fait à identifier les problématiques de terrain et d'y apporter autant que faire se peut, en fonction de nos moyens, en fonction de nos possibilités, de manière humble, un appui pour contribuer au développement de la Guinée, pour contribuer au développement et à l'accélération des jeunes entrepreneurs femmes. Mais parfois, il leur manque soit de l'information, soit du réseau, soit du financement. Et donc, nous, on essaye d'identifier des solutions pour pouvoir les accompagner. Et récemment, nous avons lancé un projet qui est toujours en cours pour soutenir une jeune femme entrepreneur en Guinée qui fabrique des serviettes hygiéniques réutilisables et lavables donc dans la région de Conakry. Et cette femme emploie 26 femmes aujourd'hui. Donc ces 26 femmes qui sont souvent des filles déscolarisées, qui sont souvent victimes de mariage précoce, etc. Donc elle a décidé de les employer en fabriquant avec elles ces serviettes hygiéniques. Donc nous, quand on nous l'a présenté, on a décidé de lever des fonds, d'aller voir des gens, des entreprises, de faire des dîners caritatifs. On en a fait un récemment avec le Rotary qui nous a soutenus, pour pouvoir récolter des fonds et lui acheter des serviettes hygiéniques. Avec ces serviettes hygiéniques, nous les distribuons dans les écoles à Conakry et à la fois dans les collèges et les lycées à Conakry. Donc là, on a déjà collecté 200 et acheté 200 serviettes. Il y a 400 serviettes qui vont encore être achetées. On a des promesses de dons assez significatives qui vont arriver. Et je serai à Conakry d'ailleurs certainement au mois de juin, justement pour lancer cette opération. C'est super. Ah oui, c'est une très belle initiative. Ça fait plaisir parce que tout ça, c'est dans le développement de l'Afrique. Hein. Et quels sont vos futurs projets? Alors on en a plein, il y en a tellement. Oh là là, on aimerait tout gérer d'une baguette magique, mais en fait aujourd'hui vraiment on veut se concentrer sur l'entrepreneuriat des femmes. Au Burkina Faso, par exemple, on va parler d'une fille qui fait exactement la même activité que Madame Camara sur la fabrication de serviettes hygiéniques. Voilà, je suis déjà rentrée en contact avec elle via les réseaux sociaux. L'idée, c'est de voir comment on peut apporter notre appui. Donc, on veut vraiment pas juste faire une première initiative et dire allez, ciao, on n'en parle plus, mais de continuer à la soutenir pour qu'elle puisse pérenniser son activité. Parce que une femme qui a une activité pérenne et qui a du revenu, ce revenu, qu'est-ce qu'elle en fait? Elle impacte réellement sa vie de famille, elle impacte réellement la vie du village et de la communauté. Elle fait tout pour que ses enfants aient accès à l'éducation. Elle fait tout pour que ses enfants aient accès à la santé. Donc pour nous, c'est finalement notre objectif chez Audacity, c'est de finalement créer un cercle vertueux qui permet de démultiplier cette chaîne de valeur pour qu'au final, on puisse éviter que des jeunes filles prennent le bateau pour aller vers un supposé Eldorado, que ce soit en Europe ou dans d'autres pays, notamment à Dubaï, etc., ou dans certains pays où tous les jours on entend qu'effectivement des filles sont victimes d'abus. Donc c'est aussi pour dire que cette femme, Madame Camara, elle a réussi, et c'est possible. Et en France, on a la même association qui s'appelle Audacity for Africa France, donc qui est sous la loi 1901, qui elle est là pour aussi accompagner les activités des femmes africaines, notamment issues de la diaspora africaine, donc de France. Et ce que nous faisons, c'est d'abord de les inviter à intégrer des clubs d'entrepreneurs où elles peuvent rencontrer des financements, des investisseurs qui peuvent financer leurs projets. C'est aussi leur mettre à disposition des lieux d'événements à des prix totalement attractifs pour leur permettre de développer leurs activités. Donc voilà un peu, j'en parle un peu beaucoup avec émotion et je rentre dans la dynamique qui a été lancée par Madame parce que je pense que les femmes, il faut qu'on s'entraide réellement, il faut qu'on se soutienne parce que c'est... Si on se réveille, Mais moi, je suis réveillé. Hein. Oui, parce que c'est... femme, t'es pas dedans. Écoute, moi, en tant que préparateur mental, mais aussi préparateur physique,
avec mon collègue Grégory, on met en place, on a mis et on continue de mettre en place un programme pour la self-défense pour les femmes. Ah, Donc, ça, même c'est si très bien. on me voit comme ça, je me sens totalement concerné par la cause. Je suis à fond dedans et si je peux apporter mon soutien, ça sera avec grand plaisir. Merci beaucoup. Ça tombe bien, vu que vous nous parlez d'entreprendre. Pourquoi, selon vous, et comment devons-nous entreprendre, Madame Kadiapa? C'est-à-dire, quel est notre but finalement puissant? Qu'est-ce qui nous pousse à entreprendre? Et au départ, en tout cas moi c'est né un peu aussi comme ça, puisque j'ai l'association, vous avez parlé tout à l'heure de la Maison Muller où je suis gérante avec mes associés. Et ça part toujours d'une émotion, c'est qu'on a envie de faire quelque chose et on va se projeter, on va voir un peu la vision à long terme, comme vous l'avez si bien dit tout à l'heure, c'est où je veux aller. Mais c'est un parcours de combattant, parce que tout le monde ne peut pas être entrepreneur. Et comme toute chose, je pense qu'il faut se préparer. Il faut d'abord avoir cette envie, bien l'identifier. Il faut aller à la rencontre des gens, poser des questions, évaluer le marché, identifier qu'est-ce que je veux réellement vendre ou qu'est-ce que je veux promouvoir, quel service je veux donner, est-ce que j'en suis capable, etc. Donc il y a quand même des préalables, des prérequis à avoir avant de se lancer. Et une fois que tout ça est fait, on a pris confiance, on a bien identifié la chose, on a fait notre planification, comme disait tout à l'heure monsieur, et je pense qu'il y a aussi l'aspect, finalement, quelle va être ma feuille de route. Et ça, c'est vraiment le parcours de combattant. Quand je discute avec des femmes qui se lancent dans l'entrepreneuriat, c'est le parcours du combattant déjà, comment je trouve le financement, comment je trouve une domiciliation, etc. Comment je vais faire, les femmes, la grande question, allier ma vie professionnelle et ma vie familiale. Oui. Question à se poser dans ce truc parce qu'en fait, on rentre dans un tunnel qui n'a pas de fond en fait. Et au fur et à mesure, il y a des problèmes à résoudre. Donc je pense que déjà, pour commencer, comme il a dit notre préparateur mental, il faut se préparer mentalement pour ne pas baisser les bras à un moment donné. Oui, et puis il faut de la conviction, vraiment. Il faut vraiment être convaincu de ce qu'on veut faire. Celles et ceux qui entreprennent, c'est qu'ils ont une idée ferme, ils ne veulent pas en démordre, ils sont convaincus, ils sont sûrs, etc. Et je pense qu'à un moment donné, il ne faut pas être, on va dire, se focaliser sur « je vais réussir ». Si on n'y arrive pas, je pense qu'il faut avoir cette capacité intellectuelle de se dire mais j'y arrive pas, j'abandonne, je fais autre chose ou je reprends l'activité salariée. En fait, il ne faut pas s'entêter en fait si on trouve que ça n'arrive pas. Parce que souvent nous les femmes on se lance dans l'entrepreneuriat, c'est parce qu'on veut effectivement pas forcément prouver, mais c'est qu'on veut notre place. Trouver notre place dans la société, c'est qu'on veut arriver à une indépendance économique, c'est qu'on veut aller à un certain niveau qu'on n'a forcément pas et que les hommes ont. Par exemple, dans le monde de l'entreprise, à un moment donné, vous avez votre activité et finalement, vous arrivez à un bout, vous évoluez plus. Parce qu'on ne vous fait plus de promesses, vous essayez d'évoluer, de changer de poste, mais finalement, vous restez 10 ans au même poste, vous n'y arrivez pas et vous êtes en total burn-out, etc. et tout ce que s'ensuit. Et finalement, on entreprend parce qu'on veut quelque chose de meilleur pour nous. Et souvent, les femmes, ça naît de là. Les chiffres. Alors, les femmes africaines, même si on dit qu'il y a beaucoup de souffrance, mais c'est les meilleurs entrepreneurs aujourd'hui au monde. C'est 27%. Le taux d'entrepreneuriat des femmes africaines est à 27% par rapport à d'autres pays. On est les championnes qui entreprennent. Parce qu'on est dans une dynamique de survie pour la plupart. C'est qu'on recherche aussi, nous sommes toujours à la recherche de l'indépendance en fait. C'est plutôt ça qui booste. Mais je me pose la question, quelle est la plus grosse difficulté ou la difficulté qui revient le plus souvent pour l'entrepreneur femme quand elle veut commencer, le truc qui l'empêche d'avancer, le truc qui revient le plus souvent, qu'est-ce que c'est? Moi, je crois que c'est le financement. Le financement? Oui, il y a la confiance déjà, c'est-à-dire quand elle a envie d'entreprendre et qu'elle hésite, oui, c'est qu'elle a effectivement, il y a un manque de confiance, elle n'est pas sûre. Et quand elle se lance, c'est le parcours du combattant, c'est quand même le financement. Parce qu'il faut dire ce qu'il y a, il n'y a qu'à lire les rapports, etc. Les banques prêtent quand même moins aux femmes qu'aux hommes, c'est sûr, parce qu'elles ont du mal à défendre aussi leurs projets. Il y a ce manque de confiance, effectivement, on va dire, de conviction pour justement aller défendre un dossier. Moi, je crois que la plus grosse difficulté, c'est ça. Alors, il y a des dispositifs qui existent aujourd'hui, à la BPI, maintenant la banque, il y a une grande banque africaine
Ecobank qui a lancé son programme Elever, qui est super à Dakar pour justement aider les entrepreneurs femmes. Donc il y a des dispositifs, mais je pense qu'il faut des associations comme les vôtres pour justement avoir de l'information. C'est qu'est-ce qui existe aujourd'hui? De quoi peut-on prétendre aujourd'hui? Qu'est-ce qu'il y a à notre disposition? Je pense. Moi, je pourrais aussi parler de mon expérience personnelle parce qu'en tant qu'entrepreneur, j'ai été confrontée à ça, les problèmes de financement. Oui, il y a des banques qui m'ont fermé la porte et j'ai dû m'auto-financer. C'est-à-dire, voilà, exactement. C'est comme vous disiez tout à l'heure, il faut se fixer des objectifs. Donc, j'avais des objectifs que j'ai toujours d'ailleurs. Je me suis dit, je veux aller là, mais pour y arriver, il me faut ça, ça, ça. Et pour arriver à ça, il faut que je puisse épargner. Donc, j'ai dû épargner, travailler, épargner pour pouvoir m'autofinancer. Et ça, dans l'association, on en parle aussi. C'est-à-dire qu'on accompagne les femmes en leur faisant comprendre, ne soyez pas bloqués à cause du financement, que le financement ne soit pas un blocage. C'est-à-dire que si tu n'as pas les fonds qu'il faut, on te montre les manières, c'est-à-dire les stratégies à mettre en place pour pouvoir arriver à trouver des financements. Ça peut être, par exemple, vous l'avez dit au début, la femme africaine, elle est de nature déjà entrepreneur. Oui. Donc ça, c'est déjà quelque chose de très important. Et on travaille beaucoup avec les femmes au niveau de l'Afrique, vers qui on va en leur disant, tu veux que ton entreprise grandisse, il faut que tu apprennes à épargner, il faut que tu apprennes à réinvestir l'argent que tu as eu, même si c'est une petite somme, c'est 100 000 francs CFA, il faut que tu le réinvestisses pour que ça grossisse. Et si tu n'as pas 100 000 francs, il faut que tu commences quelque part. S'il faut commencer à apprendre à faire de la coiffure, commence par coiffer ta voisine, les enfants de ta voisine, pour que tu puisses arriver à te mettre un petit peu d'argent de côté. Ça peut aussi être un financement. Parce que les banques ne prêtent pas forcément. Déjà, ils regardent un peu ton background. On voit qu'est-ce que tu nous offres pour que nous, on te donne ça. Qu'est-ce que toi, tu donnes en retour pour qu'on te prête ça. Les banques ne sont pas forcément convaincues. Et même au niveau de l'Afrique, les banques, ce n'est pas encore vraiment ça. C'est en train d'évoluer. Voilà. Parlons de votre expérience personnelle. Qui était votre plus grand challenge à part le financement? Alors, ça a été l'organisation. D'accord. Parce que déjà, je suis une mère, donc je suis maman. Donc le temps... Le temps, parce qu'on a l'impression que 24 heures, c'est pas assez. C'est pas assez. Je pense que toute maman entrepreneur le dira. Au début, j'avais l'impression que 24 heures, c'était pas assez parce que il faut gérer les enfants. Il faut gérer d'abord toi, te gérer les enfants, gérer la maison et gérer l'entreprise. Et c'est pas évident. C'est vrai que il y a eu un moment, j'ai pas fait de burn-out, mais j'ai fait ça. Et j'ai dû me former. Il faut se former tout le temps, et il faut apprendre tout le temps. Écoutons ensemble la chronique de Bénédicte M et c'est tout de suite. Nous allons parler d'un monsieur formidable, un monsieur Diébedo Francis Kéré, déjà qui a un parcours extraordinaire, un parcours atypique. Il a commencé sa scolarité à Ouagadougou et là, après cette scolarité, il est devenu charpentier. Par la suite, par force d'abnégation, il a obtenu une bourse d'études direction l'Allemagne, précisément à Berlin, à l'Université technique de Berlin, où il a obtenu son diplôme d'architecte. Et là, par la force des choses, monsieur Francis Diébedo Kéré est devenu, en 2022, le prix Nobel d'architecture, chose qui n'était pas arrivée, qui n'était pas produite depuis la création de ce prix, je le note, le prix Pritzker, qui a été créé en 1979. Il n'avait jamais eu d'Africain, justement, qui ait reçu justement cette distinction élevée, cette haute distinction. Et monsieur Francis Kéré Diébedo est le premier Africain à avoir reçu le prix Nobel d'architecture. Il faut dire qu'il a été récompensé par son travail, par ses réalisations, par force exactement. Et dès le début de ses études, il a créé son association qui a permis justement de financer ses projets. Il avait des projets personnels en vue de dynamiser, de développer la communauté de Gando, son village natal, là où il a pu créer des écoles. C'est une personne formidable, extraordinaire, et ce prix Nobel d'architecture, il le mérite amplement, il est à saluer. Bon, je trouve que c'est hyper inspirant. Et une chronique comme ça, je pense qu'on devrait donner l'information à beaucoup de jeunes
notamment en Afrique, pour qu'ils puissent effectivement, pourquoi pas, embrasser demain le métier de l'architecture, parce que ce monsieur, alors je ne connaissais pas, mais je vais vite aller, en sortant de l'émission, aller regarder vraiment, parce que je suis persuadée, sans le connaître, qu'il a dû avoir des liens avec la culture africaine, etc., dans sa manière de faire son architecture, et je pense qu'il doit y avoir des clins d'œil, et donc inspirer les jeunes qui choisissent pourquoi pas ces métiers-là, parce qu'aujourd'hui on a un vrai souci au niveau de l'employabilité des jeunes en Afrique. Il y a 12 millions de jeunes qui arrivent tous les ans, je crois que le chiffre est même de 15 millions sur le marché du travail, sans avoir l'assurance d'avoir un travail. Et les seuls jobs disponibles, je crois que c'est autour de 4 millions ou 5 millions. Donc on a un vrai défi. Et des projets comme ça sont absolument extraordinaires pour justement sur l'employabilité des jeunes. On va s'arrêter là, c'est la fin de notre émission. Hein. On va mettre fin à ce rendez-vous. Vous avez vu, on n'a même pas envie de vous laisser, mais on se donne rendez-vous dans 15 jours, même heure. À bientôt!